Hello et bienvenue dans After School, le podcast qui explore la vie étudiante sous toutes ses facettes. Moi, c'est Rocha et aujourd'hui, on va parler d'entrepreneuriat et de création de PME. C'est vrai que quand on est étudiant, c'est un peu difficile de créer sa propre entreprise. Et aujourd'hui, on va suivre le parcours d'un jeune ingénieur qui a une idée pour le moins lumineuse. On voit ça ensemble. Alors, pour cet épisode, j'accueille le grand Dimitri, qui est ingénieur issu de l'EIVP et cofondateur de la startup Light Mirror, qui vise à implémenter sur des toits des panneaux réfléchissants, dans le but notamment de rediriger les rayons solaires vers les bâtiments pour mieux les chauffer, entre autres. Salut Dimitri. Salut Rocha. Comment ça va? Bah ça va. Quoi de neuf en ce début d'année? De la neige. Ici, quasiment 80 cm de neige. Je suis en Lituanie. Voilà, pour rappel, voilà, Dimitri habite en Lituanie à Kaunas. Avec un K. Avec un K. Ne le prenez pas personnellement. Et du coup, aujourd'hui, tu es là, tu vas un petit peu nous parler de ton parcours quand tu étais étudiant et aussi le fait que tu as créé ton entreprise pendant que tu étais étudiant, tu t'es lancé dans l'aventure entrepreneuriale et comment tu le vis actuellement? Bah, je le vis très bien. Ça fait 4 ans que j'ai ma startup. Et pour mes études, j'ai commencé un peu comme tout le monde, bac général. J'ai fait un bac S, spé maths. J'étais pas le premier de la classe, mais j'étais assez bon. J'ai une mention bien. Et après, je suis allé en prépa PCSI, donc physique, chimie, sciences de l'ingénieur. Et en deuxième année de prépa, j'ai choisi la filiale PC, donc physique, chimie, où j'étais au lycée Masséna à Nice. Et après ça, j'ai pas fait comme Rocha, j'ai pas cubé mon année, j'ai pas redoublé la deuxième année. Allez, il me taille. Et j'ai intégré dès la première année. Donc sur les écoles que j'avais quasiment toutes les écoles du concours qui s'appelle CCP, les petites mines aussi. En fait, aussi, il y avait avant la prépa et après la prépa, quel était le métier que je voulais faire. Pendant la prépa, ça a changé grandement parce que quand je suis rentré en prépa, je voulais faire de la recherche, travailler en tant que chercheur, soit dans les mathématiques, soit dans la physique. Donc c'était un petit peu idéalisé le métier. Et après la prépa, en fait, je savais pas tellement ce que je voulais faire, mais je savais que je voulais surtout pas faire de l'informatique et surtout pas rester dans un bureau et faire des choses sur un ordinateur durant toute ma vie. Donc, en fait, si je savais ce que je voulais faire, c'était construire des choses de mes mains. C'était en fait travailler sur quelque chose où je vois des résultats réels dans le vrai monde. Et du coup, il y a pas tellement de choix et je me suis tourné vers les écoles de la construction. Et donc l'école des ingénieurs de la ville de Paris, c'est celle que j'ai choisie. Pas tellement de choix dans les écoles pour la construction. Donc, soit on part sur du généraliste, soit on part, il y a 3-4 écoles pour faire ingénieur génie civil. Ouais, EIVP, ESTP, ENTPE. Ouais, voilà, c'est les 3 plus grosses. Après, il y a quelques spécialisations dans d'autres écoles. Il y a les ponts surtout. Oui, c'est vrai. Et j'avais pas les ponts et chaussées. J'avais pas. Du coup, donc j'ai choisi le IVP. Donc voilà, comme on a dit, il y a 3 écoles, sachant que le NTPE est à Lyon, le IVP est à Paris, au centre de Paris, et le STP est aussi est en région parisienne, mais en banlieue, et aussi c'est payant. Donc j'ai choisi le IVP. L'UVP porte bien son nom, déjà. C'est pas Paris Tech Oui. où t'es en zone 14. Oui, et aussi, ce qui est bien avec le nom EIVP, donc École des ingénieurs de la ville de Paris, c'est que c'est assez compréhensible pour la personne lambda qui n'a pas fait ni école prépa ni d'études en général. Ils entendent ingénieur de la ville de Paris, ils savent de suite. Ils travaillent soit dans l'aménagement public, soit dans la construction. C'est assez direct comme nom, alors que même des plus grandes écoles, bon, peut-être pas Polytechnique, mais si on dit ENS ou on dit des acronymes, les gens en général dans le milieu du travail ne connaissent pas. Et encore pire à l'étranger,
Ils Si ont le nom aucun ne dit pas sur quoi tu as étudié, ça n'a aucun sens pour les étrangers. Ah ouais, ils en ont rien à secouer, hein, rien à foutre. Carrément. Donc, bon, ça, c'est juste une petite anecdote, puisque je suis à l'étranger, donc l'école me sert aussi beaucoup à l'étranger, sans qu'elle ait on va dire, ce n'est pas une école top 10. Après, si c'est une très bonne, c'est connu comme une très bonne école, c'est une ancienne école. On va dire tous les ingénieurs actuels qui ont fait prépa dans les 50 dernières années connaissent le IVP puisqu'ils ont passé les concours et c'est aussi une des seules écoles où on peut être fonctionnaire et on est payé pendant les études. Donc c'est pour ça qu'elle est assez connue par les étudiants en prépa. C'est juste pour cette particularité. Mais après, dans le milieu de la fonction publique, elle est aussi connue parce qu'on prend des internes de la fonction publique, donc des personnes plus âgées de 30, 40, 50 ans qui ont travaillé dans la fonction publique pendant 15 ans et qui veulent passer en ingénieur grade A. Et donc, on a aussi d'autres étudiants plus âgés avec nous qui viennent de la ville de Paris en général. Mes années à l'EIVP, c'est en 3 ans. Première année, je l'ai fait à Paris. Très bien, tout s'est très bien passé. J'ai adoré vivre à Paris. Et après, c'était 2019, donc c'était la période de Gilets jaunes. Ah oui. Et là, c'est devenu terrible, terrible de vivre à Paris. C'était quasiment des scènes de guerre toutes les semaines. Il y avait plus de transport pendant 3-4 mois. On faisait tout à pied. C'était assez horrible. En fait, quand j'ai vécu ça, c'était le troisième semestre d'études. Et j'avais qu'une envie, c'était de partir, en fait. Partir de la France, partir dès que possible. De ce chaos que c'était pendant les Gilets jaunes. Et du coup, je me suis inscrit pour faire 2 Erasmus. Sachant qu'on peut faire, en école d'ingénieur, on peut faire 2 Erasmus, donc 6 mois et 6 mois. C'est le maximum autorisé. J'ai fait un Erasmus en Estonie, au nord de l'Europe, à Tallinn. Et après, j'ai fait un Erasmus en République tchèque, à Brno. C'est la deuxième plus grosse ville de République tchèque. Après Prague. Voilà. Après, Prague en premier. Et Ouais. une T'as vu, je connais ma deuxième. géographie, hein. On est Les un peu à l'aise capitales, ici. oui. Mais oui, et pour moi, les Erasmus, ça a été vraiment la meilleure expérience de toute ma scolarité. Ça a été la meilleure expérience de vie, on va dire. Bah, c'est vrai que là, t'as quel âge? 27 ans? Là, j'ai 27 ans. Ouais, Ouais. voilà, ça remonte pas si loin non plus. Ça remonte peut-être à 5 ans, donc c'est vrai que Non, j'avais 21 hein, quand je suis donc allé en Erasmus. t'étais tout jeune. Ah oui, mais ça change beaucoup. Après, c'est sûr que moi, j'ai plus un profil scientifique, donc j'étais vraiment très intéressé par les matières que j'étudiais, surtout en prépa. C'est vraiment très gratifiant en prépa de comprendre des choses, de comprendre comment les choses fonctionnent d'un point de vue mathématique. Donc, si on regarde, pour moi, quelle a été la meilleure expérience d'un point de vue études, purement études, apprendre des choses, c'est la prépa, bien sûr, de loin. Mais après, d'un point de vue grandissement personnel, les études à l'étranger, ça a été vraiment, vraiment important et ça a eu des énormes bénéfices, surtout pour mon anglais. Quand on regarde mon anglais, mon niveau d'anglais avant l'Erasmus et après l'Erasmus, c'est juste le jour et la nuit. Ah ouais. Sachant que en prépa, je parlais pas j'étais dans les derniers de la classe en anglais, de loin. Je travaillais même pas l'anglais. Avec Je Bibi, là. suis arrivé en Erasmus, je parlais même pas 100 mots d'anglais et avec un accent français super fort. Après, t'as la chance, t'as pas minoré le premier DS d'anglais des 2 classes, toi. Pourquoi c'est toi qui avais minoré? Oui. Mais j'ai jamais minoré, je crois j'ai dû minorer une fois en chimie ou quelque chose comme ça. Ah ouais, je crois, Mais ouais. j'ai jamais minoré en prépa. Ah moi, combien de fois j'ai minoré des trucs? Ah non, j'avais co-minoré avec Jérémy en chimie une fois. Je sais pas si tu te rappelles. Non, ça me dit Mais ouais, et c'était la seule fois. et donc c'est à quel moment tu t'es dit: «Ouais, je vais commencer à me dire: "Ouais, est-ce que je monterais pas une start-up"?» À quel moment tu te dis: «Allez, c'est bon, on peut se lancer là-dessus»? Donc, faut savoir qu'en école d'ingénieur, on a des projets. On travaille en général par projet à l'UIVP. Mais dans la plupart des écoles d'ingénieurs, on a toujours des projets sur lesquels travailler dans chaque matière. Et donc là, on avait un projet entrepreneuriat de 1 semaine
où il y avait des entreprises qui ont des shares avec l'école, donc des partenariats avec l'école qui viennent dans l'école et qui donnent des challenges aux étudiants pour qu'on leur donne des idées d'innovation en fait. Donc ils nous font une petite compétition entre groupes de projets. Ah, une sorte de hackathon. Oui, comme un hackathon. Le hackathon est ouvert à toutes les années, mais en général c'est pour les deuxièmes années sont obligés d'aller parce que c'est dans leur programme, mais les premières années ou les troisièmes années peuvent participer au hackathon. Donc moi j'étais en première année et le hackathon des deuxièmes années à mon époque c'était réinventer le système de lumière pour la ville de Paris. Donc c'était une filiale de Vinci qui était en charge de l'éclairage public de la ville de Paris, qui était venue donner ce challenge. Et donc leur challenge c'était faites n'importe quelle innovation autour de l'éclairage public. Et donc moi mon idée qui était un petit peu hors sujet, mais qui a quand même été assez appréciée du jury et des mentors qui étaient là, de l'entreprise, des gens qui étaient venus nous aider à tester notre idée, c'était que Paris, c'est la ville lumière, connue comme la ville lumière. C'est la ville lumière de nuit. Et moi, mon idée, c'était de rendre Paris ville lumière de jour. Parce que Pas mal, les, pas mal. les bâtiments sont vraiment très serrés à Paris. Et donc, il y a beaucoup d'ombre. Les bâtiments se font de l'ombre entre eux. Et donc, quand on marche dans la rue, en réalité, on reçoit quasiment jamais du soleil quand on marche dans la rue. Enfin, à part si le soleil est vraiment parallèle à la configuration de la rue, juste à cause des ombres des bâtiments, on peut pas recevoir du soleil. Donc, c'est pas qu'un problème pour les gens qui marchent dans la rue, c'est un problème en général pour les 3 premiers étages d'habitation. On reçoit quasiment jamais d'ensoleillement durant la journée, même s'il fait beau. Ah ouais. Et du coup, l'idée, c'était ça, c'est comme ça que j'ai eu l'idée de Light Mirror. Donc, de placer des panneaux réfléchissants en toiture pour rediriger la lumière vers les premiers étages d'habitation. Ça, c'était le tout début de Light Mirror, quand j'ai eu l'idée. Et après, j'ai un peu plus, j'ai pas gagné le hackathon, c'est une autre équipe qui a gagné, c'était plus dans le thème, on va dire, de l'éclairage électrique. OK. Urbain. Donc j'ai continué à creuser l'idée et en parallèle, on a dans nos projets d'études, on a des projets sur la rénovation thermique du bâtiment, ça comprendre quelles sont les mesures de rénovation qui amènent le plus de bénéfices au bâtiment pour le chauffage. On avait quand même pas mal de background en fait pour savoir qui m'ont permis de creuser l'idée et de comprendre en fait qu'est-ce qui pourrait arriver si on ramenait plus de lumière solaire dans un bâtiment d'un point de vue calculatoire, purement faire des simulations et savoir. Et du coup, donc j'ai plus creusé cette idée que j'avais eue pendant cette semaine d'entrepreneuriat pendant les années qui ont suivi. Et pendant mes 2 Erasmus, on a des matières obligatoires. On a 3-4 matières qui sont obligatoires. Et ensuite, on a 3 ou 4 autres encore matières qu'on peut ajouter dans n'importe quelle faculté que l'on veut. Donc moi, quand je suis allé en Estonie, j'ai pris mes matières obligatoires et en plus, j'ai ajouté entrepreneuriat. Donc un projet entrepreneuriat durant mon Erasmus. C'était 6 ECTS, je crois, sur 30. OK. C'est quand même assez gros. Ouais. Pareil, en République tchèque, mon 2e Erasmus, j'ai pris un cours de rénovation du bâti ancien, donc du bâti historique, pour plus creuser cet aspect rénovation du bâtiment. Et j'ai pris un cours sur tout ce qui est calcul des mesures physiques du bâtiment. Donc Très bien. c'est tout ce qui est simulation autour du bâtiment et notamment dedans il y avait tout ce qui était simulation de la lumière dans le bâtiment. Donc j'ai creusé en fait cette idée, j'ai construit mon cursus scolaire et mon cursus d'Erasmus en fonction de cette idée pour plus creuser le sujet, plus comprendre et déjà prendre de l'expérience en fait sur mon propre sujet pendant mes études. Et ça j'ai pu le faire en Erasmus. Mais si j'étais resté à l'EIVP, j'aurais eu toutes les matières obligatoires en fait. J'aurais pas tellement pu choisir différentes trajectoires. Et c'est les Erasmus qui m'ont permis de plus creuser ces matières. Après, je vais revenir vite fait sur mon échange en Estonie à Tallinn. Faut savoir que c'est un petit pays d'Europe, un peu plus d'1 million d'habitants.
mais c'est un peu la Silicon Valley de l'Europe. Il y a des énormes startups qui sortent de ce petit pays, dont Stripe, Skype, Bolt. Ah ouais? Il y a plein de startups qui viennent des pays baltiques, donc Estonie et Lituanie, et qui sont très connus. Bah, par exemple, en Lituanie, il y a Vinted, Ah, je savais même il y pas. a Revolut. Voilà, en fait, il faut comprendre qu'il y a dans ces petits pays, il y a une très grosse concentration d'entrepreneurs. Et quand moi j'y suis allé, c'était 2019. Toutes ces startups, elles étaient encore petites en fait. Elles étaient, on va dire, elles étaient déjà assez grosses localement. Elles étaient déjà bien implémentées en Finlande, Estonie. Et les fondateurs, en Estonie, il n'y a pas 50 universités, donc fondateurs, ils ont fait la même université que celle où j'ai fait mon Erasmus, Mmh. et ils étaient profs. En fait, ils venaient, ils intervenaient, même s'ils n'avaient pas des très, très grosses startups encore. Et maintenant, je pense qu'ils interviennent plus, hein. Ils ont plus le temps de venir donner des cours à l'université d'entrepreneuriat. Pas le time. Ouais, voilà. Et donc, ils venaient nous donner des cours. Et puis, moi aussi, ça m'a permis de voir un peu comment ils travaillaient, en fait, comment des startups, on va dire du début, mais aussi du début un peu plus, avec 3-4 ans d'expérience, qui commencent à grossir un peu, comment ils travaillaient et quelle était leur méthode, enfin, voir un petit peu, en fait, la mentalité qu'ils avaient. Et du coup, bah, ça m'a énormément servi, pour la suite, ça m'a donné envie de commencer ma propre entreprise, dès que j'ai fini mes études. OK. Est-ce que à l'époque, tu t'imaginais déjà devenir dirigeant d'entreprise? Pendant que tu étais en études, tu disais: «Ouais, je me vois CEO, de d'une start-up, dans 3-4 ans», ou vraiment est-ce que c'était très, très loin de toi tout ça? Bah, oui, dès que j'ai eu l'idée à l'EIVP de Lightning, oui, je voulais travailler sur ça ensuite. OK. Je me voyais pas non plus CEO d'un grand groupe, grosse start-up, dans 50 pays, non, mais en fait, dès que j'ai trouvé l'idée et que j'ai commencé à creuser, après oui, j'ai voulu travailler sur ça, donc c'est pour ça que j'ai construit mon projet autour. Après, si on regarde beaucoup de temps en avant, non, j'imaginais pas, moi, quand j'étais tout petit, je sais pas, je voulais faire, docteur, après je voulais faire, chercheur, et Ouais. après, voilà, j'ai fait Mais ouais, inventeur, entrepreneur. c'est vrai que, ouais, du coup, que cet événement à l'UIGP, ça a vraiment fait germer, l'idée de devenir dirigeant d'entreprise. Oui, mais après c'est pas le plus la germe n'est pas le plus important, parce que quand on regarde, dans toutes les écoles d'ingénieurs, à mon avis la tienne c'est encore pire que la mienne. Pire. Heu, et même les écoles de commerce, ça doit être encore pire, hein. Quand on écoute, tous les étudiants, tout le monde veut lancer son entreprise à la fin des études, hein, surtout après la semaine d'entrepreneuriat. Tu parles à n'importe qui, on va dire 80% des gens, hein, ils disent: «Ah ouais, moi je vais lancer, ma start-up, mon truc», au final, il y en a très peu qui commencent. Et bah, moi là, j'ai le recul de 4 ans d'entrepreneuriat, il y en a très peu qui passent la première année aussi, hein. Ouais, c'est ça, il y a un énorme, je crois que C'est c'est 90 qui dépassent pas les 3 ans, je crois. Et donc déjà tenir le bout d'un an, c'est déjà pas mal, mais 3 ans, c'est encore, c'est une autre étape. On n'a pas forcément de formation quand on est en école d'ingénieur pour devenir CEO, pour devenir dirigeant d'entreprise, auto-entrepreneur. Et est-ce que toi, tu as eu des cours, des modules ou peut-être une expérience, qui t'a permis de mieux aborder le rôle ou pas du tout? Alors oui, il y avait ce projet entrepreneuriat en Erasmus. Mmh. Et donc, comme j'ai dit, ça a permis déjà de rencontrer d'autres gens dans l'écosystème. Puis l'écosystème est assez petit, il y a 1 million de personnes, d'habitants dans le pays. On est dans la capitale, donc tout le monde est là, la ville est assez petite. On connaît rapidement l'écosystème de start-up, on le connaît très rapidement, je sais pas, au bout de 2-3 mois, si on fait tous les events de start-up, on connaît quasiment tout le monde, assez rapidement. Oui, ce module, il m'a énormément aidé. Mais après aussi, j'ai participé à d'autres programmes. Il y a on va dire, des programmes en dehors des études, donc des hackathons, des accélérateurs, des événements de networking le soir. J'en ai fait plusieurs aussi. Ça aide beaucoup, au début. Ça aide beaucoup à se positionner, à voir ce que les autres font, à essayer un peu de mimer les comportements et pas juste, travailler seul, dans son coin et ramer. Bah, c'était vraiment utile. Les cours après, si on se tient juste à la semaine entrepreneuriat à l'EIVP,
ça aide, on va dire, à formuler une idée, formuler un pitch vite fait. Et sinon, ça aide pas à construire une entreprise. Ouais. Même, j'ai envie de dire, même si on fait des hackathons, ce qu'on apprend dans les hackathons, dans les accélérateurs, tout ça, ça aide à formuler les idées, clairement, faire du réseau, bien sûr, avoir des méthodes pour comprendre le client et tout C'est ça. Donc, c'est un peu des choses qu'on apprend en école de commerce, mais pour construire son mmh. entreprise. En général, les projets qui marchent sont des projets qui sont assez niches. Donc, il faut avoir une niche avec quelque chose d'assez précis, un client très précis. Le market fit. Ça, il n'y a pas de formation à faire pour comprendre. Il faut aller en face du marché et tester différents produits, différentes itérations et ensuite, enfin, on peut pas vraiment se former. Ça dépend trop de chaque produit. Donc, en gros, les accélérateurs, tout ça, ça donne des choses assez vagues, un peu comme, on va dire, ce qu'on apprendrait en école de commerce. Et une fois qu'on a fait un accélérateur, ça sert pas à grand chose d'en faire 10. C'est quasiment toujours la même chose. Mmh. Ouais, faut vraiment entrer en contact du terrain, se confronter à ce qui se passe. Bah, essayer de vendre et essayer de voir ce que le client est prêt à acheter, oui, et prendre les retours. OK. Et toi, alors tu me parlais d'être accompagné. Est-ce que toi, tu as été accompagné par un incubateur ou bien une structure d'accompagnement, durant tes premières années, de start-up ou tu as tout fait en solo? Donc à l'école, j'avais le statut pépite. Vas-y. Ça m'a pas servi à grand chose. Ça sert juste légalement pour ton école, pour que tu puisses justifier auprès de ton école que tu veux, par exemple, faire des Erasmus et t'orienter. Quand tu fais l'application pour Erasmus, tu donnes ton programme de cours. Donc ça donne aussi une justification à l'école et ça te donne c'est pas nécessaire, hein, on va dire, c'est un bonus pour toi d'avoir le statut pépite pour justifier auprès de ton école que à côté de l'école, tu travailles sur ce projet, t'es intéressé, pour montrer ta motivation. Après, le statut pépite, ils organisent quelques cours, je sais pas, 5-6 cours dans l'année. Après, moi, j'ai eu le statut pépite pendant la période Covid, donc c'est peut-être pas non plus, Ouais, c'était un peu plus simple. c'était peut-être pas non Mmh. plus la meilleure période, mais pour moi, ça a été, on va dire, assez inutile. Ça a surtout permis, comme justification légale pour moi de près de l'école, aussi de faire mes stages. En fait, ça m'a permis de faire les stages sur son projet d'entrepreneuriat, une petite pépite. Ah oui, ça c'est bien ça. Donc ça, c'est assez bien. Mais sinon, le statut pépite ne va pas vous aider à créer une entreprise. C'est un statut, ils sont en sous-effectif, on va dire pour chaque région, il y a 2-3 personnes, ils doivent s'occuper de 500 dossiers, ils vont pas s'occuper de vous et vous pousser à et vous guider ou s'occuper de vous pour pousser votre propre. Allez Dimitri, tu peux le Oui, faire, voilà. tu es un boss. Tu es mon boss. Du coup, oui, c'est ça le statut pépite. Après, il y a pas en France, on me dit il y a énormément d'aides pour les entrepreneurs étudiants, c'est, je dirais, assez faux. Et des aides sur le Voilà, je papier. savais qu'il allait commencer à tailler. C'est ça, en fait, les aides en France vont vous demander énormément de travail administratif. Vous allez travailler sur des papiers pendant 3-4 mois, attendre des réponses, envoyer 50 mails, pour ensuite vous dire: «Ah, il faut tout refaire de zéro» et ça repart sur 4 mois ensuite. C'est aussi une des raisons pourquoi j'ai quitté la France et je voulais quitter la France, à l'époque. C'est parce que j'avais gagné un financement pour développer ma start-up au début, pour faire de la recherche. C'est un financement de la région Île-de-France, de 60 000 € et j'ai fait les papiers une fois, je les ai fait 2 fois, 3 fois, 4 fois et ça commençait à faire 1 an déjà, que j'avais gagné le prix Ah ouais. et après, à un moment, il y en a marre donc après je suis parti en Estonie et j'ai fait une croix sur ça et j'ai lancé ma start-up moi-même sans le financement de la région, sans rien et je l'ai lancé à l'étranger, pour ne plus avoir aucune affaire avec la France. J'étais vraiment à cette époque, j'étais vraiment dégoûté de la France et de l'entrepreneuriat en France. Donc c'était cet aspect administratif. Oui, il y a peut-être des opportunités, pour, le 1 du haut du panier des étudiants entrepreneurs, même je dirais le 0,1. Mais sinon, ça sert pas en fait, c'est sur le papier. Donc déjà, il y a une énorme compétition avant d'obtenir ces aides. Donc je sais pas il va y avoir 4 000 dossiers, il va y en avoir 10 qui vont être acceptés pour avoir des financements.
Ensuite, même si on fait partie des 10, après moi j'ai fait l'expérience, c'est pas un chemin facile et c'est pas un chemin plaisant. Donc Oh punaise, voilà, c'était c'est mon parcours galère. en France. Après, comment j'ai lancé ma start-up à l'étranger? J'ai fait un prêt étudiant juste avant la fin de mes études pour financer le deuxième Erasmus déjà. C'était un petit prêt de 10 000 euros garanti par l'État, enfin garanti par la BPI, je pense. Mmh. Et donc ce prêt m'a permis déjà de faire mon Erasmus sans l'aide de mes parents. Mais ça m'a aussi permis de lancer ma start-up après le jour où j'ai fini mes études, j'ai déménagé, je suis parti en Lituanie et j'ai utilisé ces fonds pour vivre, donc les fonds du crédit pendant quasiment 1 an. Enfin, j'avais des petits revenus avec la start-up, mais la première année, on n'a jamais beaucoup de revenus. J'ai dû faire 4 000 euros de revenus en tout. Ah ouais, Donc, mais après, j'ai choisi un paye pas pays l'État, quoi. assez où le coût de la vie est assez faible. Donc, en Lituanie, très franchement, avec 8 000 euros, on peut vivre 1 an. Hein. Ah ouais, Et bien, hein. Quand j'ai un grand appart, si on prend le plus petit appart, si on va vivre en résidence étudiante, on peut avoir des loyers à 100 euros par mois. Hein. Dimitri, je crois qu'il cherche des stagiaires, si vous voulez. Non, Il veut des il y stagiaires. a besoin pour le. Il peut vous payer très grassement. Non, mais c'est plus le cas. C'est plus. En fait, maintenant, il y a eu l'inflation depuis 4 ans. Mais c'est toujours beaucoup moins cher qu'en France. Mais on va dire, si on compare à une ville en région, c'est-à-dire région pauvre de la France, c'est équivalent autant. Enfin, on peut aller, je sais pas, moi, à Dijon ou dans des petites villes et créer sa start-up avec très peu de moyens. Non, non, mais 100 balles, c'est vivre en résidence étudiante, à juste une chambre où il y a un autre mec à côté de toi, hein. C'est pas le luxe, hein. Dans ton lit. Oui, il y a 2 lits, à 1 mètre l'un de l'autre, hein. C'est pas Non, non, il y a un lit, une place et il y a 2 mecs. Tu le regardes, tu dis: «Qui est-ce qui dort aujourd'hui?» chacun son tour. C'est ça, c'est qu'on s dans le même lit. On racontera ça à personne. On va raconter un petit peu plus, la construction de ta start-up. Est-ce que déjà tu peux nous la présenter? Parce que je l'ai présentée très brièvement. Est-ce que peux-tu me dire, voilà, son activité, le contexte de création, les objectifs et les principaux acteurs qui sont dans ta start-up? Donc ma start-up, elle est partie de cette idée d'amener la lumière du jour dans les bâtiments avec des panneaux réfléchissants et ensuite on s'est spécialisé sur, les hôpitaux. Donc amener la lumière du soleil dans les hôpitaux. On a développé plusieurs types de panneaux. On a fait environ 16 avant de trouver après ça faisait du choix. Mais Ouais, 16 itérations. on a fait, donc on a développé avec plusieurs, manufactureurs. C'est pas moi qui produis les panneaux, j'ai pas d'usine. Du coup, on a travaillé d'abord avec des grands groupes, ensuite avec, une usine du grand groupe qui en fait est une PME en Allemagne. Donc on a travaillé avec cette PME. Et après maintenant on Mmh. travaille avec, une PME en Pologne qui fait des panneaux solaires, et donc ils font nos panneaux réfléchissants et panneaux solaires en même temps. Et du coup, voilà, on a toujours travaillé en Europe. J'y suis toujours allé sur place dans les usines directement pour parler avec les gens. Et après, moi, j'ai créé une entreprise d'architecture, en Lituanie. On a aussi une entreprise de construction en Pologne, qu'on a créée au bout de 2 ans. Parce que les 2 premières années, je faisais que des plans plans papier, études, d'ensoleillement, études, thermiques, du bâtiment. Et après, dès qu'on a commencé à avoir des projets, physiques, donc de l'implémentation physique, on a créé notre propre entreprise de construction. Et aussi, on est passé donc, par des sous-traitants aussi, des installateurs de panneaux solaires, des électriciens sur place. Donc maintenant, on est implémenté en Lituanie et Pologne. On a eu aussi beaucoup de projets pour la reconstruction de l'Ukraine. On a eu, des études, on en a eu en Estonie, en France, on en a fait aussi en Espagne. Mais c'est juste des études d'ensoleillement. Il y avait quoi d'autre comme question? Le contexte de création, donc je l'ai créé, fin 2021, donc après les études. Et ici en Lituanie, pour créer une entreprise, c'est assez simple. Il n'y a pas 50 formats d'entreprise.
Donc il y a un seul format d'entreprise pour les startups et pour les, on va dire, les grosses entreprises en général, où on peut avoir des parts d'entreprise. Donc c'est soit on est auto-entrepreneur, soit on a une vraie entreprise enfin, vrai sens OK. une entreprise où il y a des parts de société où on peut investir dedans, donc qui est faisable pour les startups. En France, je sais, il y a plusieurs types. Pour les startups, c'est toujours des débats, C'est un c'est peu assez compliqué. compliqué. Donc voilà, il y avait pas ce problème administratif, même si c'était en lituanien. Donc il y avait qu'un seul choix. Le site, tout était en lituanien. Ça m'a pris un jour. Non, en vrai, ça m'a pris 15 minutes pour créer l'entreprise. Un Enfin, jour, ça m'a 15 pris minutes. 15 minutes sur le site et après, ça a pris un jour la réponse. Donc le soir, j'avais déjà Ah tous oui. les numéros de Cabis. La société était créée, quoi. Ah ouais, c'est vraiment plus pratique, plus rapide. Bah, en fait, en Lituanie, on a un EID, donc identité électronique. Donc tout se fait avec cette Oui. carte d'identité. On a des numéros, tu envoies des codes sur le téléphone et tu te login et tu fais toutes les opérations que tu as besoin avec une seule carte. Il y a pas de carte vitale, il y a pas 50 cartes différentes. T'as pas de numéro de, je sais pas, des impôts, des choses comme ça. Tu as juste un numéro d'identité. Ouais, tu pas de numéro fiscal, de tu T'as juste un ton seul numéro. t'as ta carte d'identité avec le numéro et tu fais tout avec. Tout est fait pour que ça soit fait en ligne. T'as pas besoin de te déplacer sur place, d'envoyer des lettres recommandées. De prendre rendez-vous avec un Et petit voilà. ticket rose, d'attendre dans les files d'attente, de parler à Brigitte qui est là depuis 23 ans, qui sait même pas où est Ouais, où par est le exemple, dossier. même pour faire un dépôt de plainte, pas besoin d'aller au commissariat, d'attendre 5 heures pour qu'il y ait quelqu'un qui tape sur son ordinateur devant vous pour déposer la plainte. Ça se fait en ligne, se connecte avec la carte d'identité et ça se fait en 5 minutes ensuite. Même si les sites sont en lituanien, bah, il y a Google Translate qui est intégré dans Google Chrome. Donc ça suffit, mais après ils ont essayé, je vois la différence entre quand je suis arrivé, il y avait quasiment pas de site en anglais. Maintenant, comme il y a eu aussi beaucoup de réfugiés ukrainiens, ils ont essayé de traduire tous les sites en anglais. Donc c'est vraiment assez facile de faire les démarches administratives ici. Et c'est pour ça que je suis resté aussi longtemps, en fait. Je savais pas ça quand j'ai déménagé, mais après, ça a été un bon choix. J'avais d'autres opportunités dans d'autres pays, mais j'ai choisi la Lituanie parce que c'était pas cher et j'avais pas énormément d'argent à l'époque et c'était pas loin de où j'avais fait mon Erasmus en Estonie. J'avais déjà visité quand j'étais en Erasmus, j'avais bien aimé Vilnius. J'avais visité Vilnius, j'avais visité Kaunas, mais vraiment très rapidement. Ça m'avait plu et du coup, j'ai déménagé là. J'avais pas trop d'idées claires non plus quand j'ai déménagé, mais c'était un bon choix au final et je me suis bien débrouillé. OK. Donc là, comme tu nous as dit, ta startup, elle est lituanienne, donc tu es implémenté en Lituanie, tu vis en Lituanie. Est-ce qu'il y a d'autres choix, d'autres motifs qui t'ont poussé à choisir un pays extérieur à la France? Parce que, bah, comme tu nous as dit, il y avait déjà l'administration, que c'était compliqué, c'est un peu moins pratique. Ou est-ce qu'il y a aussi d'autres motifs, qui sont venus qui sont venus s'ajouter à tout ce tas-là? Bah, j'ai déjà parlé un des motifs principaux, c'était l'instabilité, c'était le chaos complet avec les gilets jaunes. Ensuite, le Covid, j'étais pas là heureusement, mais c'était encore pire. Ah bah là, Ça donnait pas le contexte national ne donnait pas envie de faire quoi que ce soit. Euh, oh, je te rassure, en 2025, et 2026, toujours la pas de même. budget. Ouais, en 2026. Bon, bref, il y avait pas de, Ouais. voilà, il y avait, on va dire, pour moi, je n'avais aucun avenir. Je voyais qu'il n'y avait aucun avenir pour moi dans ce pays à l'époque. Et du coup, c'est une des raisons principales, on va dire, l'aspect sociétal de ce qui se passait. Même si quand je regarde maintenant, c'était beaucoup moins pire en 2019 que maintenant. Ouais. Après, il y a eu aussi donc cette histoire que j'ai racontée avec le financement que j'avais reçu de la région Île-de-France pour l'entrepreneuriat et ça m'a vraiment dégoûté de tout l'aspect administratif en général. J'ai vraiment été dégoûté. Mmh. Après, il y a aussi d'autres raisons. En fait, quand je suis rentré à l'EIVP, que je ne savais pas que je voulais être entrepreneur. Donc la première année, je voulais être fonctionnaire. Je voulais être donc travailler pour une ville et faire de l'aménagement public. Ça m'intéressait grave. Donc j'ai fait mon premier stage dans la fonction publique, en ville de Nice, métropole, et j'ai beaucoup travaillé. J'ai beaucoup aimé ce que je faisais sur le coup, mais à la fin du stage, j'ai vraiment été dégoûté de la fonction publique
Et c'est aussi parce que j'ai vu des anciens de l'école qui travaillaient dans la fonction publique, j'ai vu comment ils étaient 15 ans après, 20 ans après. Et en fait, moi, ce que je faisais pendant le stage, en fait, quand on sort de l'école des ingénieurs de la ville de Paris, on a une place directe au plus haut de la fonction publique déjà. Donc, on est déjà Waouh, classe, directeur d'un service quasiment. Il y en a qui sont directeurs de service ville de Paris, de mes amis de promo. alors qu'ils savent même pas lacer Non, leurs ça va, chaussures. ils ont fait prépa, ils sont ingénieurs quand même. Et en fait, je vois qu'au bout de 15 ans, même 20 ans, il y avait aucune évolution. C'est-à-dire les gens qui étaient sortis directeur, ingénieur principal d'un service. Moi, j'étais service des routes et de l'aménagement public. Ce que j'ai fait en stage, en fait, si j'ai devenu fonctionnaire ensuite, ça aurait été mon métier à l'identique pour le reste de ma vie quasiment. Enfin, au moins pour les 15 à 20 prochaines années qui suivent. J'aurais Ouais, enchaîné c'est déjà une grosse les partie, mêmes quoi. projets. J'aurais pas eu d'évolution Ah ouais. dans mon travail en fait. J'aurais eu une Dans le stature, statut, enfin si ouais, dans le dans salaire bien sûr, la fonction publique augmente tous les ans, oui. mais oui j'aurais été prisonnier un peu du système en fait. J'aurais pas pu lancer mon projet, j'aurais été prisonnier de voilà. Et en Mmh. plus j'aurais dû rester en France bien sûr. Mais oui, ce qui a été bien pour moi aussi, quand j'ai lancé mon entreprise, c'est que j'avais aussi un petit peu ce filet de rattrapage. Bon, c'est-à-dire, peu importe ce qui arrive, même si je me rate, après je retourne n'importe quelle ville en France, dit école des ingénieurs de la ville de Paris, et ils m'embauchent dans la semaine qui suit. Ils ont pas d'ingénieurs, on va dire, spécialisés pour gérer leur service. Ils prennent des gens qui sont là depuis 15 ans, qui n'ont pas de diplôme et on va dire qui ont beaucoup d'expérience. Ils ont pas Bah, de non, mais diplôme. il y a il y a la plupart des chefs de service dans toutes les villes françaises n'ont pas de diplôme, hein. C'est des gens qui Ah, ont je savais été même pas ça. 15 ans ou 20 ans fonctionnaires et qui ont gravi les échelons, bah, petit à petit. Et au final, ils n'ont pas Ah de oui, diplôme et oui. il y a quand même l'expérience ne fait pas tout. On a quand même eu une formation d'ingénieur, on est ingénieur génie civil. Même si on a travaillé 15 ans dans la construction, c'est pas la même chose de savoir faire les calculs et de potentiellement savoir faire les calculs pour construire un bâtiment, pour construire un projet, pour savoir comment bien budgéter un projet. Et juste en l'ayant appris sur le tas, vite fait, on connaissait même pas Excel au début de sa carrière, c'est pas pareil. On va dire, il y a un grand fossé. Donc, bon, on divague un peu, mais c'était juste le fait d'avoir ce filet de rattrapage. Donc, en fait, même quand j'ai lancé mon entreprise, donc déjà, je suis parti avec un capital de base qui était un crédit, petit crédit, peu importe ce qui se passait, je l'aurais toujours remboursé. Donc, ça m'a permis d'être sécure avec cet argent. Et après, mentalement, même si je savais que si je ratais, bah, j'allais être fonctionnaire ensuite, ce qui n'est pas non plus très, Mmh, très mauvais, ouais. hein. Enfin, c'est une bonne moi, mes collègues, ils ont une très bonne situation à Paris, surtout ils ont de assez bons salaires en tant que fonctionnaires maintenant. Sympa, sympa. Alors, ça, c'est une question que je pense qu'il y a de nombreux jeunes qui se posent, surtout au tout début, de leur carrière et vraiment quand tu sors d'études, c'est très compliqué. C'est la question du réseau professionnel. Toi, donc tu arrives, tu commences un peu à start-up, c'est toujours compliqué de se faire du réseau. Comment toi, tu as pu développer de la relation clientèle ou si tu devais donner tes meilleurs conseils pour se faire un bon réseau? Tout ce que vous pouvez faire par vous-même, faites-le par vous-même. C'est ça le principal conseil. Il y a pas besoin OK. de se baser sur un réseau, et les gens qui poussent le réseau comme raison principale, du succès, c'est en partie vrai parce que dans l'entrepreneuriat, le succès est surtout dû au réseau familial. Donc c'est les parents qui, on va dire, Mmh. ou les parents ou la personne qui est en général plus âgée parce qu'on idéalise l'entrepreneur, qui est parti de l'école à 21 ans et qui a construit, sa start-up, sans avoir son diplôme, et qui ensuite la start-up elle est évaluée à des milliards. Moi, dans l'entrepreneuriat, je vois que des personnes qui ont 40 et 50 ans. Donc oui, ils ont un réseau avec 50 ans de carrière, ils ont travaillé 40 ans, je sais pas, dans leur domaine, dans la banque et ensuite ils créent une start-up dans la banque. Mmh. La réalité du terrain n'est pas la personne toute neuve à 21 ans qui crée sa start-up et qui explose derrière. Oui, Mais ça oui. après moi, dans ma Ouais, c'est vrai. start-up, le réseau, bah,
c'est pas très dur, hein. Il faut aller dans des événements, il faut parler aux gens, il faut être sociable. S'il y a quelqu'un dont vous pensez qu'il peut vous aider grandement, vous lui parlez, vous lui demandez, vous exprimez vos idées clairement, vous présentez bien. Il n'y a pas de raison que ça marche pas. Après, il faut s'habituer au rejet. Quand on lance une start-up, faut s'habituer à l'échec et au rejet. Mais bon, on a tous fait, je pense, enfin, Amine et moi, nous avons fait prépa. Donc ça, l'échec, on l'apprend en prépa. On le On connaît. Mais connaît. dans la plupart des écoles, hein, enfin, il y a des écoles qui sont bien plus dures. Je voyais par exemple les écoles d'architecture. École d'architecture, la seule chose qu'on apprend, c'est l'échec. Et c'est, Quand tu dis l'échec en ouais. un seul mot, hein, pas les Non, non, ou un c'est chèque. l'échec. Il y a des formations bien plus dures que la prépa, hein. Il y a médecine, Ah voilà. oui, non. Il y a la plupart enfin, il y a beaucoup d'études où on apprend l'échec, on apprend la résistance à l'échec, à ne pas se décourager, à ne pas Ouais. trop aimer, son travail ou son devoir. Donc ça, c'est vraiment important de l'avoir dans l'entrepreneuriat et bah, pour faire du réseau, si quelqu'un ne répond pas, bah, c'est pas grave, hein. C'est un message, LinkedIn, on s'en fout. On peut en envoyer encore, 10, dans les 5 minutes qui suivent. OK, très bien, bah, super. Mais c'est vrai que ouais, le réseau professionnel, ce qu'on a tendance à dire et tu l'as très bien dit, le réseau, ça garantit pas le succès. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le réseau, il garantit potentiellement de futures opportunités ou une ouverture un peu plus large ou une chance, une probabilité plus élevée d'avoir des opportunités qui se débloquent. C'est vraiment ça que ça garantit, mais partez pas du principe: «Ouais, j'ai du réseau, je vais avoir du succès». Que ce soit même hors start-up ou dans la start-up ou dans le monde de l'entrepreneuriat ou dans le monde du salariat, ça garantit pas toujours. Ça débloque des fois, mais c'est pas une recette Bah, magique. c'est une recette magique pour ceux qui ont le réseau de base, de leurs parents, oui. Si papa est directeur d'une Oui, grosse c'est pas entreprise, c'est facile d'avoir un stage, c'est facile d'avoir une place, oui, le réseau, ah oui, oui, mais ce que je dis, ça débloque des situations, mais ça garantit pas le succès comme tu l'as bien bah, dit. oui, ouais. C'est pas parce que voilà, ton père, il a une boîte que tout de suite, si toi tu crées ta boîte, bah, tout de suite ta boîte, elle va s'envoler. Elle aura un peu plus de chance parce que, bah, tu auras un peu plus de réseau. Tu auras des meilleurs conseils, tu auras un meilleur entourage, voilà, tu auras des facteurs, un environnement qui est un peu plus propice. Mais c'est vrai que oui, le gars qui arrive, ses parents, ils sont ouvriers, il crée sa boîte, il sait pas comment on crée une boîte, il galère administrativement parlant, il a pas d'amis qui travaillent dans ce milieu-là. Là, c'est compliqué. C'est pas impossible, c'est compliqué. Alors, avant qu'on passe à la rubrique suivante, je voulais te proposer qu'on passe à une mini rubrique qui s'appelle la hot take. Alors toi, maintenant, tu fais plus partie du monde du salariat. Donc, tu dit adios, le monde du salariat, vous me verrez plus, c'est ciao. Dis-moi, c'est quoi les choses qui te déplaisent fortement, qui t'ont déplu, qui continuent te déplaire fortement dans le monde du salariat et pourquoi tu ne retournerais pas ou tu n'y retourneras pas dans le monde du salariat? J'ai jamais été salarié, donc je sais pas vraiment. J'ai été soit dans le Stagiaire? fonction, publique, soit, de ma propre entreprise. Donc, c'est ce qui manque, dans le salariat, c'est qu'il y a pas trop de sens dans le travail que l'on fait. On travaille pas pour nous, on travaille, Mmh. bah, pour les autres. Alors que dans la fonction publique, on va travailler pour les autres, mais ça, c'est un choix voulu, en fait. On travaille pour la société en général. Donc il y a quand même du sens derrière tout le travail de la fonction publique. C'est pour aider la communauté. Il y a aussi, on peut avoir ce sens aussi, bien sûr, dans la fonction privée. Là, ça dépend du travail. Si travaille dans une clinique privée, bien sûr, il y a du sens, quand on est docteur dans une clinique privée. Oui, il y a du sens, mais Mmh. pour moi, pour mon cas dans le génie civil, donc c'est soit on est à son compte et donc on construit quelque chose pour soi, soit on est dans la fonction publique, on construit quelque chose pour la communauté, pour le pays, soit on est dans une entreprise privée et on fait juste du bénéf pour son patron, quoi, et nous, on prend le salaire qu'on a à la fin du mois et c'est fini. Après, il y a quelques entreprises, on a des parts d'entreprise, des trucs comme ça, des packages, mais il y a beaucoup moins de sens, et puis aussi, on est dans l'ère post-Covid, quand on est junior, dans n'importe quelle entreprise, tous les salaires ont beaucoup baissé. Tous les bénéfices qu'il y avait à l'époque
en tant qu'ingénieur ont été cassés, hein, en général. Donc tous les packages de parts d'entreprise, tout ça, ça a été beaucoup réduit. C'est plus ce que c'était à l'époque d'être un ingénieur d'un grand groupe de construction française. Oui, enfin après, ça dépend de beaucoup de choses. Ok, très bien, ça marche. Alors, on va un petit peu reprendre l'interview. Pour toi, c'était quoi les principaux obstacles dès le début de l'aventure, avant même que tu commences le lancement de ta startup? Vraiment les tout premiers. Bon, à part l'administration française, ça c'est l'obstacle de tous les Français. Genre vraiment, je pense que c'est l'ennemi originel, c'est l'antagoniste vraiment de tous les Français. Est-ce qu'il y a d'autres embûches que tu as rencontrées avant même le lancement? Bah, principal obstacle, c'était l'école, mais il fallait finir ses études avant de lancer l'entreprise, hein. Enfin, j'allais pas arrêter à Ouais, la fin de la route, 6 mois avant la fin de la route pour dire j'arrête tout pour lancer l'entreprise. Ça aurait été bête. je Ça plaque aurait été tout. bête de faire ça. Enfin, on peut faire ça si les parents sont très riches, c'est faisable. Ouais, c'est ça. Mais sinon, en général, il faut quand même se sécuriser, avoir un filet de sécurité avant de partir. Principal obstacle, c'était le déménagement à l'étranger. Donc obtenir la résidence, ça c'est pareil, c'est administratif, mais non, c'était pas non plus très compliqué. Et après, bah, j'avais pas trop d'obstacles puisque j'avais fait ce prêt étudiant, donc ça me permet d'avoir de l'argent et de pas me soucier des besoins physiques primaires pour continuer à vivre et travailler sur mon projet. Donc c'était ça, on va dire, qui m'a permis de pas trop avoir d'obstacles au début. Et dès le début de ton aventure, est-ce que tu as peut-être des anecdotes drôles et un peu moins drôles qui te sont arrivées, genre, je sais pas, je dis n'importe quoi, bah, au final, tu arrives dans ta start-up et la Lituanie te dit: «MDR, qu'est-ce que vous faites?» ou est-ce que tu as des trucs un peu drôles à nous raconter? Bah, même jusqu'à aujourd'hui, c'est pas qu'au début, hein, tout le monde en général Ah, vas-y. est choqué de voir un Français venir déménager en Europe de l'Est et créer son business en Europe de l'Est. Personne ne comprend comment est-ce possible Personne qu'un Français vienne ici pour travailler et créer son entreprise. Pourquoi il le crée pas en France? Pourquoi il gagnerait pas 10 fois plus d'argent en France qu'en Pologne? parce que le marché est sursaturé en Les France. gens ne comprennent pas, on va dire, au premier abord, qu'est-ce que je fais là? Donc, c'est une des questions qu'on me pose le plus sur ma startup, c'est pourquoi vous êtes en Lituanie ou pourquoi vous êtes en Pologne? C'est pourquoi vous êtes un Français? Désolé, la question. Et il y a quoi d'autre aussi? Peut-être des trucs un peu moins drôles qui te sont arrivés? Bah, le moins drôle, c'est la guerre en Ukraine. Ça a tout chamboulé, au début c'était j'ai créé l'entreprise en décembre et j'avais une cofondatrice ukrainienne que j'ai toujours, d'ailleurs, qui s'occupe de l'entreprise en Pologne. Et elle était en Ukraine à l'époque, au tout début quand on a créé l'entreprise. Ah, Oui, ça c'est l'anecdote pas drôle. Elle a dû partir de l'Ukraine bah, début 2023, février-mars. Et oui, ça pendant les 6 premiers mois de la guerre, les activités on les a bah, bien sûr on les a pas stoppées, mais ça a été très ralenti juste à cause de la guerre. et il y a pas des histoires, par exemple, de gens qui sont des mauvais payeurs, Ah ça, mais ça c'est par toujours ça, hasard? c'est peu importe. C'est À la mon même avis, chose. c'est une constante, peu importe le pays, peu importe la start-up, il y aura toujours des problèmes de paiement. Moi, j'ai eu des problèmes de paiement parce que j'ai fait des rénovations d'hôpitaux et j'ai eu des problèmes de paiement de l'ordre de 1 an et demi. Ça, c'est entre le Ah ouais, début de 1 an et projet et demi. le paiement, ça a pris à peu près 1 an et demi. Après, j'ai eu énormément de projets où j'ai gagné les appels d'offres et ensuite j'ai dû me retirer parce que j'avais trop de paperasse et je voulais pas rentrer dans ces projets. Il y a eu il y a eu des appels d'offres où je suis rentré, où on a travaillé pendant 6 mois avec d'autres architectes et tout ça et on n'a pas été payé tout court. On a dû se retirer, ça arrive, c'est l'entrepreneuriat mais le défaut de paiement, oui, c'est un classique et c'est ce qui tue beaucoup d'entreprises. Moi, ça a failli tuer mon entreprise, pas l'année d'avant, en 2023, parce que j'avais été payé trop tard. Ah ouais. Après, c'est aussi un problème que je vois dans la plupart des startups, c'est ils ont confiance au tout début des startups, donc celles qui ont levé des sous. Ils ont 2-3 gros contrats
ils dépensent beaucoup d'argent pour construire des grosses équipes, donc ils ont beaucoup de frais. Et ensuite, ils ont des mauvais payeurs qui prennent 6 mois de délai, 8 mois de délai. Et ils arrivent aux fins de leur argent. Les investisseurs, ils se disent: «Ouh là là, les comptes, c'est catastrophique. Pourquoi vous n'avez pas été payés? Pourquoi vous n'avez pas respecté les objectifs que vous aviez mis, d'un point de vue financier?» Et après, bah, les startups ferment. Alors qu'en vrai, s'ils avaient eu encore 3-4 mois, ils auraient pu continuer. Moi, ma startup, elle a toujours été assez petite. Là, on est 4. C'est aussi moi qui ai décidé comme ça, mais ça permet de rester et d'encaisser un peu le temps long. Et alors, dernière question de cette partie, c'est quoi tes principales activités, tes principales responsabilités au sein de ta startup? Tu vas démarcher les clients, tu fais des appels à projets, comment tu lèves des fonds aussi? Bah, j'ai jamais levé des fonds, mais c'est la responsabilité, c'est tout. Je fais tout. C'est Tout, oui, bah, je suis homme. je fais tout, donc c'est le développement du produit, c'est moi qui l'ai fait. Les algorithmes pour calculer l'impact du soleil que l'on ramène dans les bâtiments, c'est moi qui les ai construits. Trouver des clients, c'est moi qui les fais. Les appels d'offres, c'est moi qui y réponds. Toute la partie administrative, la partie comptabilité, c'est moi qui l'a fait. Les réseaux sociaux, la publicité, la communication, c'est moi qui l'a fait. L'image de l'entreprise, bah, c'est moi, c'est ma cofondatrice. Et elle aussi, pareil, elle fait tout, toutes les tâches. Ça, c'est des tâches qu'on n'a pas appris en école, hein. En école, on a appris à faire les calculs de de génie civil, mais après développer, par exemple, un panneau solaire, bah, on va dire, j'avais appris de la physique en prépa. Ça m'a suffi pour comprendre un peu ce que les industries, elles faisaient, ne pas être complètement perdu, en fait, quand on était dans les discussions. Et après, en général, tout s'apprend, hein. On a fait prépa, donc si on a réussi à apprendre les choses les plus compliquées, en physique et mathématiques, des choses assez simples, communication et administratif, on peut les apprendre aussi. C'est pas très, très dur, et c'est quand on est entrepreneur, vaut mieux faire tout soi-même, hein. Ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher et ça permet d'avoir, et aussi, même après, quand on délègue, en fait, il vaut mieux apprendre à faire soi-même avant de déléguer, parce que si on sait faire soi-même et qu'on délègue ensuite une tâche ou qu'on l'automatise, encore mieux. Bah, c'est plus simple, hein. En fait, il faut comprendre comment ça marche. Après, on peut l'automatiser, hein. C'est 1000 fois mieux. OK. Et ta journée, on va dire ta journée type, donc elle commence à quelle heure? Elle finit à quelle heure? Et qu'est-ce que tu fais pendant cette journée? En général, je me lève vers 8h30, 9h. Enfin, je me lève quand le soleil arrive, dans ma chambre. Ça dépend de la période de l'année. Et après, en général, je fais 2-3 appels d'offres par jour. J'ai des bots IA qui les font à ma place. Donc moi, je supervise les bots, je regarde ce qu'ils ont écrit et après je les soumets. Je fais quasiment par mois, je dois faire 30 à 40 appels d'offres à peu près. OK, Il y a eu des périodes où il y en a bien plus, mais c'est juste que là, bah, j'en ai pas d'autres à faire. Je les fais quasiment tous. OK, Ensuite, là, cette semaine, je peux regarder, je crois que j'ai 4 réunions clients, enfin 4 réunions de projets en cours. Ça me fait environ, sur la semaine, ça fait 3, 6, 7, 8 heures de rendez-vous en ligne. Au début, je voyageais beaucoup. Même là, voilà, l'année dernière, j'ai voyagé beaucoup aussi. J'ai fait 30 pays en 4 ans. waouh! Voilà, donc on va dire, je voyage à peu près tous les 1 mois et demi. Alors la plupart des pays sont en Europe, hein. Ils sont en Oui, oui. bus et train, et c'est toujours à côté, donc Pologne, Lituanie, Estonie, Finlande. C'est assez proche, quoi. Donc ouais, tous les 1 mois et demi, je voyage. Après, sinon, dans ma semaine, bah, je peux peut-être regarder la semaine dernière, ce que j'ai fait. Je passe à peu près 10% du temps en communication, réseaux sociaux, donc juste écrire des posts, créer du contenu. OK, Ça, je le faisais pas avant, mais maintenant je le fais, c'est mieux. Pendant les 3 premières années, j'avais tous les vendredis, j'avais aucun rendez-vous, le vendredi entier était bloqué. C'était juste de la recherche et développement. Donc je faisais tout OK, l'algorithme pour savoir, comment rediriger la lumière vers telle fenêtre, et tout ça, je les ai fait, je travaillais que le vendredi, je travaillais que sur ça. Bah, les études de nouveaux matériaux, tout ça aussi pareil, c'était que le vendredi. Donc j'avais un jour fixe où je faisais que la technique, et après, bah, j'ai des rendez-vous avec mes cofondateurs, tous les 2 jours, enfin avec mes employés. OK. Ah oui, c'est vraiment, ouais, c'est quand même un agenda bien complet, bien chargé.
Ouais, mais depuis 1 an à peu près, je travaille beaucoup moins qu'avant. Avant, au tout début, je travaillais vraiment 12 heures par jour, tout le temps. Ouais, 12 heures? de quand je me réveillais à quand je me couchais et après, ouais, après aussi, il y a des événements, je sais pas, par semaine, je dois aller à un événement de start-up, quoi, on va dire communautaire. Ouais, peut-être moins maintenant. Au tout début, ouais, peut-être toutes les semaines. Maintenant, 1 à 2 fois par mois, je vais dans des événements de start-up. Bon, bah, pour garder le contact avec les gens. OK. Bah, on n'en voit pas beaucoup de nouveaux non plus parce que c'est des assez petits pays et je suis là depuis quand même assez longtemps. Pétard l'époque. Mais ouais, après, quoi d'autre? Qu'est-ce que je fais? Bah, surtout, tout ce qui est administratif, hein, comptabilité, mail, ça c'est classique, hein, ça prend quand même beaucoup de temps. Ah ouais, c'est vrai que oui, la communication, on a tendance à la négliger vraiment dans une entreprise, alors que des fois, c'est juste la vitrine de l'entreprise. Et ça, vraiment, c'est des trucs qu'on n'apprend pas toujours en école. La communication, bah, surtout quand on est en 1G, la com, on s'en occupe pas toujours. Ouais, bah, je m'en suis pas du tout occupé au début, hein. Enfin, moi, j'avais Pas fait les un mêmes. site vite fait, la première semaine où j'ai créé la boîte, mais après, j'avais pas de réseaux sociaux pendant 2 ans. J'ai commencé l'Instagram, je sais pas, il y a Ah, non, je l'ai commencé l'année dernière, en fait, l'Instagram, hein. Mais ah ouais. après, en fait, ça n'apportera pas nécessairement des clients d'avoir un beau LinkedIn et un bel Instagram, mais les gens j'ai vu, dans mes appels d'offres, bon après c'est aussi parce que je les écris mieux, mais je pense que ça a aussi un impact. Les gens qui corrigent mes appels d'offres, enfin qui regardent, ils vont regarder les réseaux, ils vont taper juste sur Google le nom de l'entreprise pour voir, si c'est un truc sérieux et du coup, quand tu vois tes beaux réseaux sociaux et tout, ça sert en positif. Moi, c'est quelque chose de nouveau que j'ai commencé l'année dernière. Mais oui, bah, après, j'avais quand même des contrats même OK. avant, d'avoir des réseaux sociaux. C'est pas non plus, c'est juste un bénéfice. Mmh. Avant qu'on entame la dernière partie, je te propose de me raconter un événement qui t'a profondément marqué pendant ton aventure entrepreneuriale. J'ai reçu un prix de étudiant entrepreneur, européen. Ah oui, C'était, c'est je vrai. crois, la première année, au bout d'1 an et demi d'entrepreneuriat. J'étais toujours jeune, C'était en non, c'était 2021, si je 2022, je pense. 2000 ouais, 2022, ouais. Et du coup, bah, j'avais vu, commissaire européen, j'avais vu plein de politiciens et ça m'a vraiment fait changer complètement mon aventure entrepreneuriale parce qu'après j'ai été invité, bah, dans plein de rendez-vous avec des ministres, avec, des gouvernements, directement et bon, moi, mon client principal, c'est le secteur public donc c'est aussi, je suis dans le milieu donc c'était quand même assez cohérent avec leur, on va dire, leur domaine de travail et ouais, bah, juste cet événement, obtenir ce prix, étudiant entrepreneur, européen, bah, ça m'a boosté énormément, au tout début de ma start-up, enfin au bout d'1 an de ma start-up. Ça m'a vraiment changé la trajectoire, ça m'a fait beaucoup voyager sur cette année de 2022. Ça m'a fait rencontrer beaucoup de monde, mais après, les politiciens, c'est pas non plus un réseau très utile. Ah bah, tu serais étonné de voir ce qu'on peut faire. Je te conseille un reportage, je te l'enverrai peut-être, qui parle sur le fait d'avoir un petit réseau avec les politiciens. Ça peut améliorer des fois certains appels d'offres. Moi, je suis pas dans ça. Non, non, c'est pour certains peut-être, pour moi, j'ai l'impression que soit j'ai fait les choses, mal, soit, juste, je suis le clown, qui va là-bas, ça leur fait plaisir d'avoir un jeune entrepreneur, ça fait beau, dans la pièce, bah, parmi tous les vieux, d'avoir un jeune, qui entreprend depuis 4 ans, qui a plein de projets, qui fait, on va dire aussi mon travail est intéressant. C'est des gens, en général, quand ils découvrent la start-up et qu'ils connaissent pas, il y a beaucoup de gens qui sont assez impressionnés par le sujet en soi, de ce que je fais. Donc c'est juste, je suis là pour faire le bouffon de la cour, pour ouais, voilà, Amuse-nous, amuse-nous. fais-nous rigoler. Alors, on va passer à la dernière partie de l'interview sur tes conseils. Est-ce que tu peux nous donner 3 qualités essentielles pour qu'un étudiant puisse développer sa propre entreprise? Peut-être tu m'aideras à trouver le mot, mais c'est ne pas être susceptible, enfin ne pas prendre des choses trop à cœur, Ouais, c'est ça, ne pas être susceptible. donc accepter l'échec, voilà, en gros.
2e, être, acharné dans le travail. Vraiment ne pas avoir peur du OK. travail, et ne pas avoir peur, de la répétition. Mmh. Et 3e, être beau, je sais pas. Non, en vrai, Être être beau! beau bon socialement, on va dire. Bah, si on est beau, en vrai, c'est assez Ah, facile de s'intégrer socialement, mais être sociable, quoi. pas tellement. En vrai, les gens sociables, ultra tchatcheurs, et tout ça, ça peut être assez chiant. En fait, surtout dans les cultures Europe de l'Est, Europe du Nord, c'est pas super d'être un gros tchatcheur, qui va parler à tout le monde, qui va essayer de capter l'attention et tout ça. Ça Mmh. joue à contresens même, je dirais, dans certaines cultures. Donc c'est pas vraiment être, sociable, extraverti, parce que ça n'a pas le même impact partout. Bah, bien sûr, si on va aux États-Unis, si on va en France, en Italie, en Espagne, oui, ça va servir. Mais dans d'autres cultures, ça sert pas spécialement. Et je pense, c'est plus important d'être, bien présenté et d'être beau, en gros, enfin d'être propre et beau, que d'être, bon socialement. Non, mais vraiment, c'est si on enfin moi, Le beau, c'est vraiment pour m'abattre, le beau. enfin, je sais pas comment dire, dire, trouver la qualité, mais genre être présentable. Ouais, présentable. Présentable? Bah, présentable, Présentable. c'est beau, en fait. Ouais, voilà. Ouais, en gros, l'habit fait le Ouais. moine. OK, ça marche. Et là, on va passer après la partie qualité, on va passer à la partie conseils. C'est quoi les meilleurs conseils que tu donnerais à des futurs entrepreneurs pour se lancer dans les meilleures conditions? Une chose que j'avais fait, c'était Erasmus pour les entrepreneurs. Je l'avais fait après, j'ai fait 2 Erasmus avec l'école et j'ai fait Erasmus pour entrepreneurs. Donc c'est un programme, je sais pas, je pense même il y a des programmes de 1 mois, mais ça vaut pas le coup en 1 mois. Mais c'est entre 3 et 6 mois, on va dire, où ça vaut le coup. Et donc on part dans un autre pays, on trouve un autre entrepreneur, plus âgé. Donc moi, j'avais trouvé un architecte à Vilnius, qui a un gros cabinet d'architecture, avec 40 employés. Et du coup, je suis allé travailler avec lui pendant 3 mois et il m'a aidé à lancer mon entreprise. Donc mon tout premier projet, d'études de lumière dans les bâtiments, j'avais fait, pour la lumière il avait un projet de maison de retraite à Vilnius. J'avais fait Mmh. l'étude de l'ensoleillement sur son projet neuf. Et du coup, bah, ça aide vraiment, on part avec un entrepreneur et il m'a aidé aussi, créer l'entreprise, connaître, on va dire les choses, localement, trouver un client, voilà. Et on a aussi une petite bourse, c'est assez faible, hein, après ça dépend du pays. Si on va en Norvège ou si on va, dans des pays plus chers, on aura des assez grosses bourses. Mais je pense ma bourse, elle était assez faible, ça devait être 300 € par mois, c'était pas grand-chose. La bourse Erasmus, quand on est étudiant, elle est plus grande, je pense. Je me rappelle plus non plus, mais Oui, je crois que c'est, c'était bon. combien c'est? Je crois à peu près c'est entre 2, à peu près aux alentours des 2 000 € sur Sur les l'année? 6 mois, non? Sur le semestre? Sur non, 1 an. Mmh. Pour l'Erasmus, 1 an. Il y a pour en tout cas, c'est à peu près aux alentours Bah, des deux ça mille dépend euros du pays de après, mémoire. mais voilà, Mmh. c'est enfin, moi, de ce que je me rappelle, la bourse Erasmus étudiante était plus que la bourse Erasmus entrepreneur, mais c'est toujours bon à prendre, après, comme j'ai dit, ça dépend du pays. Si on va dans des pays plus riches, on aura des bourses, plus conséquentes pour nous, mais ça ne permet pas de vivre à 100% de la bourse que l'on touche quand on va dans le pays où on va. C'est, on va dire, Mmh. 70% des coûts. OK. Est-ce que tu as un autre conseil peut-être? Soyez beau. Non, faites un prêt étudiant, en vrai. Faites un prêt étudiant avant la fin de vos études. Prenez, je sais pas, même moins, 5 000, 8 000, 10 000 €. Et si vous voulez vraiment vous lancer, faites un prêt étudiant. Vous dites, c'est pour, un semestre à l'étranger. Vous faites votre semestre à l'étranger et ensuite vous dépensez pas tout et vous gardez, de côté 5 000, pour commencer une entreprise. Je pense vraiment 5 000, c'est le minimum, que vous devez avoir de côté. Après 10 000, c'est bien. Mais ouais, Mmh. heu 100 000, c'est mieux? bah, 100 000, même, 1 000 000, les parents, en fait, 4 000 000, 10 000 000, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Pas besoin de lancer d'entreprise en fait si tu es déjà millionnaire. Et un dernier conseil ou Bah, partez à l'étranger, faire des échanges. Si vous avez ouais, je suis d'accord. si vous avez l'opportunité de faire un Erasmus, faites-le, ça va vraiment changer votre vie, moi, tous les gens que j'ai connus en Erasmus,
ça leur a complètement changé leur vie. Peu importe le pays d'où ils venaient, ça leur a complètement changé leur vie, et leur profession ensuite. Ouais, je sais pas comment on peut le dire, mais en France, enfin, si tu sors pas de France, t'es très géocentré, tu comprends que ce qui est en France, tu fais que les mêmes process, t'arrives pas trop à penser en dehors de la boîte, comme on dit en français. Bah, Et c'est vrai qu'aller ouais, à et surtout l'étranger, en France, surtout quand on entre sur le marché du travail, on est un peu matrixé, par tout ce qu'on a appris à l'école, par toutes les attentes, en fait, que la société a de nous quand on a fait une école d'ingénieur, quand on a fait prépa et tout ça. On est genre vraiment matrixé, on doit avoir tel salaire en sortie d'école, telle grosse boîte, c'est alors que quand on est allé à l'étranger, on voit que, bah, les grosses boîtes françaises, la plupart, personne les connaît, hein. Vinci n'est pas connu en Lituanie. Je vais voir un gars dans la rue là, je lui dis des boîtes françaises, quand on a à part Hermès, enfin à part LVMH, si je lui dis Schneider, ouais peut-être Schneider Electric s'il a travaillé dans la construction. il va te regarder, fait ah mais vous êtes français vous, pourquoi vous êtes là? Et ouais, je sais pas, les grosses boîtes françaises ne sont pas connues à l'étranger. On dit Thales ici là, je dis Thales, personne connaît Thales en Lituanie ou en Pologne. Mmh. Si en Pologne ils sont implantés Thales, mais voilà, c'est en gros nous ce qu'on nous apprend, nos idéaux que l'on a quand on est étudiant français, est centré sur notre expérience française, et encore pire si jamais on n'a jamais changé de région. Donc si on a fait sa prépa à Paris, qu'on est resté à Paris toute sa vie, encore pire. Oh, allez, Voilà. eux, les dululus complets Ou eux. même, bah, il y en a pas que Paris, mais genre si on a fait sa prépa à Lyon et qu'on a fait son école à Lyon et qu'on a fait genre une école, un post-bac intégré en 5 ans, d'ingénieur et qu'on est resté toujours dans la même ville, il y a une énorme différence. En fait, on est vraiment matrixé par l'environnement dans lequel on a été et on se rend pas compte. En Ouais. fait, on met beaucoup trop d'importance sur des choses qui n'en ont aucune et qui n'ont aucun sens vraiment dès qu'on passe la frontière à 200 kilomètres. Ça aide vraiment à relativiser un petit peu, à comprendre, à voir un nouveau regard sur certaines choses. Et je pense qu'en vrai, c'est important. Aller à l'étranger, j'en ferai, je pense, un épisode. Mais allez-y, foncez. Si vous avez la possibilité, allez-y. Dernière question de l'interview. Après, on passera à la dernière mini-rubrique. Alors ça, je la pose à tous mes invités. Qu'est-ce que tu dirais au toi d'il y a 10 ans? Donc là, on est en 2026. Au toi de 2016, donc tu es en terminale. Qu'est-ce que tu dirais au toi de terminale? Je dirais que il y a pas réellement de souci à se faire sur, la technique et de suivre, toute idée que tu as envie de construire, construis-la. Et c'est encore plus vrai maintenant avec l'IA, la technique n'a plus aucun enfin, il y a plus aucune barrière technique pour avoir le premier prototype, c'est faisable en quelques minutes, enfin, sinon quelques jours. Bon, bien sûr, il y a des choses assez folles, aller sur Mars ou des choses comme ça peut avoir un prototype en 10 minutes avec l'IA, mais ChatGPT, je veux sur Mars. il y a enfin, la plupart des idées que les gens ou qu'enfin même que moi j'ai, sont faisables en quelques minutes, maintenant et donc juste, ne pas avoir peur et faire, tout ce qui te passe par la tête, fais-le. C'est ce que je me dirais. C'est d'ailleurs ce que j'ai quasiment fait toujours. Ok, parfait. Alors, on va passer à la deuxième mini-rubrique sur le donne-moi un. Donc, à chaque fois, je vais te demander un item qui t'a marqué dans ton aventure d'entrepreneur et tu vas me dire pourquoi. Donne-moi un livre. La ferme des animaux de Orwell, je pense. En fait, ça va apprendre vraiment le mécanisme de liberté et moi, c'est vraiment ce que je cherchais au tout début, donc d'être libre de la France, libre du pays, libre de travailler sur quoi je voulais et donc vous allez voir quand c'est un livre très court, hein, c'est même en livre audio, c'est 1 heure, je pense. Vous allez voir les différentes étapes de la liberté, et c'est vraiment ce qui se passe dans la ferme des animaux, c'est vraiment ce qui se passe dans la vraie vie derrière, au niveau des sociétés. Donc, par exemple, des sociétés qui cherchent la liberté et qui changent de régime ensuite. Si on regarde les pays communistes, surtout. Mais c'est aussi, quand vous le faites, moi, quand je l'applique à moi-même, en gros, au début, les animaux sont libres, tout le monde est heureux. Mais après, vous allez chercher du contrôle et d'avoir du contrôle sur tout. Et c'est vraiment ce qui va arriver et je trouve que c'est vraiment bien décrit dans le livre.
Et moi, je l'ai vu dans ma vie appliquée. En fait, quand j'ai lu le livre, je voyais en fait à quelle étape, à quel chapitre du livre j'étais à peu près dans ma vie, quoi. Donne-moi un film. Moi, j'ai bien aimé Mathilda. Tu connais Mathilda? Et c'est un film pour enfants, ça. Ça me dit un truc. Oui, ça me dit un C'est truc. la petite fille qui a des super pouvoirs parce qu'en fait, elle est super intelligente, mais elle est née dans une famille d'idiots et genre elle est traitée comme elle est moins que De rien. Gaulmont, là. Ouais. Et après, elle développe des super Ouais. pouvoirs. Mathilda, j'aime bien vraiment. Donne-moi un CEO. En général, c'est l'archétype du fondateur estonien que j'ai vu qui m'a vraiment marqué. Donc, on peut prendre n'importe quel, hein, fondateur de Bolt, fondateur de Skype, même des plus petites startups que j'ai vues. C'est qu'en général, ces gens sont très très forts techniquement. Ils ont construit le software ou leur produit de A à Z seuls, vraiment seuls. Et après, quand moi je les voyais au début de leur entreprise, vraiment ils faisaient tout. C'est-à-dire que même s'ils avaient une équipe de 15 ou 20 personnes, c'est eux qui faisaient vraiment tout. Ils contrôlaient tout, ils faisaient tout, et ils faisaient 80% du travail et des décisions et de tous les résultats, c'était vraiment eux qui faisaient tout. Et après aussi, ils étaient vraiment obstinés et ils répétaient, ils répétaient. Moi, un des fondateurs qui m'a le plus choqué, c'était un Estonien, donc très très fort techniquement. Il a fait tout ce qui est la cryptographie des EID, donc des cartes. C'est lui qui fait l'API qui est derrière. Et lui, quand il allait en meeting de start-up, donc en conférence de start-up, je sais pas, il y a 3000 personnes, il va parler sur l'application là où on choisit le networking. Il va networker avec tout le monde. Il va passer Wow. peut-être 15 secondes avec chaque personne de la conférence, et il va parler avec tout le monde. En un jour ou 2 jours, il peut se taper 100 personnes par jour. Il va parler avec tout le monde. Ça m'a vraiment impressionné et c'est vraiment fou, genre la puissance de répétition qu'ils ont et aussi la charge de travail qu'ils peuvent faire. Donne-moi un outil. Perplexity, avec aussi le navigateur Ok. Comet pour faire des bots et des trucs comme ça. C'est vraiment, ça m'a changé. J'ai utilisé ChatGPT la première année. Ensuite, j'ai fait Perplexity un peu pendant 6 mois. Après, je suis retourné sur ChatGPT et là, depuis 2 ans, j'ai Perplexity tout pour tout. Et enfin, donne-moi un collègue ou un ami qui t'a marqué. C'est une Française. C'est la première Française à qui j'ai parlé en Erasmus, parce que je parlais pas anglais quand je suis arrivé en Erasmus. Et donc, elle était d'une famille assez riche. Elle était en école de commerce, famille noble française. Et quand peut-être, c'était dans la première semaine, j'étais en soirée chez elle, et elle m'a dit qu'elle avait fait un crédit de 25 000 € pour kiffer sa vie. Et moi, quand Ah on m'a oui. dit ça, mais j'étais choqué, j'étais vraiment genre outré parce que moi, dans ma tête, c'était tellement tellement fou de faire un crédit. Déjà, un prêt étudiant, c'était tellement dangereux et tout ça, j'avais tellement peur de faire un prêt étudiant juste pour vivre. Et il y avait des gens qui, en fait, faisaient un crédit de 25 000 € juste parce qu'elle avait la flemme de demander à ses parents et de justifier à ses parents d'avoir tant d'argent pour aller faire la fête et pour aller voyager et tout ça. Ah ouais. Et donc, en fait, ça m'a vraiment choqué sur le coup. Mais après, ça a vraiment été, et elle m'avait dit de faire moi aussi un crédit, genre juste pour kiffer la life. Et ça a vraiment été un des D'accord. meilleurs conseils de ma vie que j'ai reçu. Même si sur le coup, ça m'a vraiment choqué quand elle me l'a dit. Mais ouais. Ok. Ah ouais, c'est dingue. 25 000 balles. Waouh. Non, ouais, dingue, dingue. Super. Bah, super. Alors, on va pouvoir passer à la dernière partie sur la réaction d'actu. Alors, je t'ai envoyé un article qui parle du statut national d'étudiant entrepreneur SN2E, qui permet aux étudiants et aux jeunes diplômés de moins de 28 ans de développer leur propre projet entrepreneurial, tout en poursuivant et ou en reprenant des études. Donc, je pense que je t'en ai entendu parler, même tu l'as fait. Et c'est porté par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qui s'appuie notamment sur le réseau Pépite, dont tu en as parlé un peu précédemment. Et en fait, voilà, c'est un réseau, c'est une démarche qui est faite pour que les étudiants puissent commencer à développer leur propre projet. Alors, ils ont aussi la possibilité d'être tutorés, d'être accompagnés, d'avoir des aménagements d'emploi du temps et aussi de faciliter un petit peu plus tout ce qui est aide financière,
mais il faut quand même dire que ce statut d'étudiant entrepreneur, il est accordé qu'après l'examen du projet par un comité d'engagement et il est valable 1 an renouvelable. Même si ça peut faciliter certaines aides financières, il faut quand même donner le change qui est quand même non négligeable en termes de temps et en termes d'investissement. Et moi, je voulais un peu avoir ton avis là-dessus sur ce statut, comment tu le vois, comment tu le perçois, est-ce que tu as des retours qui sont bons, pas bons? Moi, mon retour administrativement, c'est bon. Bah, c'est beaucoup de papier à faire. Après, bon, faut pitcher. Si on a déjà un projet, oui, autant le faire. Ça permet surtout d'un point de vue administratif d'être clair auprès de l'école. Après, ça compte dans les statistiques de l'école. Donc, en général, l'école dans laquelle vous êtes sera assez contente si vous obtenez le statut entrepreneur parce que ça leur monte les statistiques nationales. C'est bien administrativement. Après, il faut pas en attendre des miracles. Ils vont pas faire des miracles. Ça vous permet de faire votre stage sur votre projet et Mmh. c'est bien. Il y a quelques cours, ça peut aider. Et après, ça dépend. C'est un organisme qui est géré au niveau local, donc c'est régional et je crois même en région parisienne, il y en a plusieurs des cercles pépites. OK. Ça dépendra de votre région en fait. Ça dépendra de quelle région votre école dépend et donc ça dépendra des moyens de chaque pépite. Mais en soi, c'est toujours très bon d'avoir le statut, même pour le CV ensuite, hein, c'est en général, les entreprises aiment bien les étudiants entrepreneurs qui ont des projets à côté de leurs études, mais c'est pas ça qui va vous faire, lancer l'entreprise. C'est pas eux qui vont vous ramener des sous, c'est pas eux qui vont vous ramener des clients, c'est pas eux qui vont peut-être vous aider à préciser l'idée et préciser le projet. Mais et aussi, par exemple, si vous faites refuser le statut, ça veut pas dire que votre projet est nul et qu'il est à jeter à la poubelle. C'est bien si vous l'avez, si vous l'avez pas. Mais en gros, si j'ai bien compris, pour le dire très comment dire? De manière très triviale, il te colle une étiquette quoi, l'étiquette étudiant entrepreneur, mais et après voilà, tu as quelques avantages, voilà, mise en réseau, des peut-être des structures, des cours, mais c'est pas non plus game changer parce que voilà, c'est quand même toi après qui dois fournir le travail. Oui, comme pour tout, hein, ce sera toujours vous qui devrez faire le travail pour avancer dans votre vie. Donc ils vont pas, vous prendre par la main et faire votre travail à votre place. C'est pas eux qui vont créer votre entreprise. Bah, le succès de votre entreprise ne dépend pas du statut, SN2E. Ça dépend de votre travail. Mmh. C'est juste que ce statut vous aidera, Ouais, c'est une on va sorte dire de administrativement surtout, près de votre école. ouais, c'est un petit matelas. C'est même pas un tremplin, c'est un matelas quoi. C'est un papier, C'est un papier. Ah, c'est un bout de plard là que vous avez dans la poche. Et toi, est-ce que tu as eu des retours d'autres personnes qui ont eu le SN2E ou? non, c'était le seul, je crois le seul de la promo à l'avoir. Bah, après on est une petite promo, on est une centaine d'élèves à l'UIVP. Il y avait eu quelqu'un qui avait eu ce statut 2 ans auparavant, mais bah, le retour, c'est que oui, le directeur de l'école, tu sais, ils sont tous très contents, qu'il y ait un étudiant entrepreneur et je crois qu'après, oui, j'ai eu d'autres retours parce que justement les étudiants après moi, donc les promos suivantes, à chaque fois ils les envoyaient pour me contacter, pour avoir plus d'informations et tout ça. Maintenant ils ont arrêté quand même, ça fait longtemps, mais OK. durant les 3 années qui ont suivi mes études, oui, j'avais toujours des contacts avec le IVP qui m'envoyait des étudiants pour avoir des conseils, pour parler, du statut. Et ce qu'ils promettent, on va dire, sur la fiche, donc avec l'accompagnement, le tutorat, les ressources et les mises en réseau, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? C'était faux Est-ce en que 2020. c'est, à En relativiser? 2020, c'était complètement faux C'était parce que vendu. le seul accompagnement, c'était, il y avait 6 cours, mais du coup, ça avait été annulé par le Covid. Heu, ah Ah non, même même pas en pas en ligne? ligne, rien. Il y a eu une réunion de ligne. Ah ouais, même pas un peu? Bah, moi, j'ai fait la réunion de sélection et après je sais pas, j'ai fait la réunion d'introduction et c'est tout, hein. Ça a duré et puis c'est pas 1 an parce que moi, je l'avais fait en janvier, je crois. J'étais rentré à mi-chemin, donc OK. il y a plusieurs fois dans l'année, on peut rentrer, je pense. Ça dépend des régions. Ils t'envoient des informations, des concours, des opportunités de financement, des choses comme ça, des dossiers à faire, mais ils vont pas les faire à ta place. Ça marche. Très bien. Eh bien, c'est la fin de cette interview.
Je te remercie encore de nous avoir un petit peu parlé de ton projet, parlé de ton aventure, des bonnes choses, des mauvaises choses qui te sont arrivées, un petit peu aussi du statut SN2E dont on se pose toujours la question et du fait que l'aventure entrepreneuriale, ça a un début, ça a une fin, mais que ça demande énormément de sacrifices dès le début pour s'y consacrer à son projet passion. Je voulais savoir, est-ce que tu as un dernier mot à dire aux auditeurs? Pas spécialement, non. Suivez la chaîne, Bon suivez Dimitri, il veut pas vous suivez parler. Rocha. Voilà. Et si t'as pas d'autres mots, je vais dire aux auditeurs, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de commenter, de faire circuler ce podcast à n'importe quel autre étudiant qui pourrait avoir un projet entrepreneurial ou bien une autre problématique étudiante. Et ça, vous le trouverez ça en streaming sur YouTube et partout sur toutes les plateformes. Nous, on se retrouve dans quelques semaines pour un prochain épisode. C'était Dimitri et Rocha pour After School. À plus! À plus.